La République démocratique du Congo, pays aux 120 millions d'habitants selon les dernières statistiques présentées, c'est un pays ambitieux qui a beaucoup de potentialités, malheureusement, dont la population vit sous les seuils de pauvreté, en tout cas la majorité de la population, parce qu'il y a souvent un problème d'investissement. Il y a beaucoup de potentialités, mais peu d'investisseurs viennent au Congo, ou soit investissent même les Congolais. Voilà l'énigme de la situation congolaise que le gouvernement tend à pouvoir remédier, notamment en utilisant, en recourant au numérique, à l'usage du numérique. L'usage du numérique, pourquoi? Parce que les réformes sont engagées dans beaucoup de secteurs pour l'amélioration du climat des affaires, pour inciter les investisseurs à pouvoir investir massivement en RADC et rejoindre cette partie, ces cercles privilégiés d'investisseurs qui investissent encore au Congo, et notamment dans les secteurs miniers, les secteurs des infrastructures, les secteurs du bâtiment, les secteurs de l'agroalimentaire, les secteurs du commerce général. Voilà l'objectif affiché par le gouvernement qui ambitionne d'obtenir un budget de plus de 40 milliards de dollars, en tout cas d'ici 2028, le doublement du budget. C'est l'ambition du nouveau vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito. Alors, pour matérialiser cette vision, une plateforme électronique dédiée au suivi du digital des réformes a été présentée vendredi à Kinshasa au vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires lors d'une séance de travail organisée dans la capitale congolaise. Alors, comment le numérique va contribuer à améliorer le climat des affaires? C'est le thème de cette émission que j'ai le plaisir de présenter avec co-présenter plutôt, mais avec la présentation, avec les concours de nos confrères, les deux consoeurs qui sont sur le plateau. Les consoeurs, pourquoi? Parce que le plateau est exclusivement féminin aujourd'hui. Et la première intervenante, il s'agit de Damani Mujinga. Bonjour Damani. Bonjour José Junior Wawa, bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Naturellement, pas très inquiétante, je vous vois un peu souriante, bonne mine, pourquoi? Bah ça va, je me sens un peu plus détendue. Très bien, c'est pas tout d'habitude quand on est dans ce cadre-ci. Par contre, Daniela, Kalala, que je vois un peu, bon, il force un peu le sourire, ça va? Non, ça va très bien. Très bien, Très bien. On commence avec vous, madame, venons de suivre justement cette introduction. En quoi ça consiste justement cette plateforme numérique et pourquoi le numérique qui vient intervenir? Comment dans ces secteurs-là de l'amélioration du climat des affaires? Eh bien, comme vous l'aviez dit, José Junior Wawa, lors de votre introduction, ce projet, il s'agit d'une plateforme électronique qui va permettre d'assurer un suivi digital des réformes. Alors cet outil numérique va offrir un cadre d'interaction entre toutes les parties prenantes et donnera au plus haut niveau une visibilité directe au président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi qu'à la première ministre Judith Suminwa sur les efforts entrepris. Nous le savons que dans notre pays, il y a plusieurs réformes qui ont été mises en place. Alors cette plateforme viendra justement pour faire le suivi. On doit, toutes les parties prenantes, on voit le gouvernement, on voit le président de la République, on voit la première ministre, on voit la population aussi. Toutes ces parties prenantes doivent être au courant de l'évolution de toutes ces réformes. Comment ça avance, à quel stade sommes-nous, quel était par exemple le délai prévu pour cette réforme, et voilà, pour avoir toutes ces informations-là. Et il faudrait savoir que cette initiative, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan national du numérique qui a été validé d'ailleurs en septembre 2019. Et dans ce plan du numérique, on voit bien cette volonté-là du gouvernement de transformer la RDC en une société de l'information en mettant l'accent sur la modernisation des infrastructures, l'inclusion numérique, mais aussi la gouvernance numérique. En voyant la gouvernance numérique, comme d'ailleurs c'est le cas de ce projet, on voit cette volonté de renforcer justement cette gouvernance et la transparence à travers les outils numériques, qui est cette plateforme numérique. Donc ça va vraiment permettre à ce qu'il y ait vraiment cette transparence-là entre les différentes parties prenantes qui sont concernées dans les différentes réformes qui existent dans notre pays.
Voilà, vous êtes notre spécialiste de questions numériques parce que vous animez une émission sur le numérique et sur Géopolice Télévision. Qui porte ce projet finalement? Parce qu'on parle du ministre du budget qui a été visité. Le projet vient de quelle structure? Eh bien, c'est la cellule du climat des affaires, justement, qui était venue présenter en compagnie du ministre du Plan, Guilain Niembo. Ils sont venus présenter justement cette plateforme au ministre du Budget, Adolphe Mouzito, qui d'ailleurs, dans ce secteur, il y a aussi des réformes qui doivent être mises en place. Il s'agit des différentes réformes, qu'il s'agit de l'opérationnalisation du système intégré des gestions de marchés publics. Il y a aussi la finalisation de la réforme des marchés publics et en dernier lieu, la modification de la loi sur les marchés publics. Donc ils sont venus, la cellule du climat des affaires ainsi que le ministre du Plan Guilain Niembo, ils sont venus présenter cette plateforme au ministre du Budget, Adolphe Mouzito. Voilà, je reviens tout à l'heure. Je m'en vais tout simplement poser la question à Daniela, qui est notre spécialiste des questions économico-financières à Géopolis. C'est vous qui suivez de très près cette situation. En quoi, et comment et pourquoi le numérique est maintenant important pour propulser justement les réformes dans les secteurs des investissements, amélioration du climat des affaires? Pourquoi est-ce que c'est essentiel maintenant? C'est une très bonne question. Alors déjà, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, dans un monde déjà connecté, de plus en plus connecté, le numérique est plus qu'une option. Le numérique est une nécessité. Alors le numérique facilite l'environnement économique. Ça rend l'environnement économique plus transparent, plus efficace. Et notamment sur ce que Damani venait de dire tout à l'heure, les SIGMAP sur le marché public. Les SIGMAP qui est justement cette réforme qui est entrée dans le marché public. C'est un système intégré des gestions de marché public qui justement est là pour contrôler le processus de marché public de la planification jusqu'à l'obtention du contrat et même en passant par les appels d'offres. Donc, il faudrait savoir que le numérique maintenant est, comme je le disais au début, une nécessité. C'est une nécessité parce qu'en fait, ça nous permet justement, surtout pour les cas de la RDC, qui est notamment un pays bien évidemment avec beaucoup de potentiel, immense potentiel, mais quand même freiné dans le lourdeur administrative. Alors le numérique est là justement pour faciliter certaines processus économiques, notamment par exemple, vous n'allez pas demander à une personne, maintenant là on veut formaliser les secteurs informels, vous n'allez peut-être pas avoir tout le temps à être là, demander aux gens de venir payer leurs taxes et tout, et la personne pense que je viendrai, je vais faire la queue pendant des heures, je vais me taper toute une journée. Alors grâce au numérique et grâce aux plateformes, aux applications, au web qui sont en train d'être mises en place, la personne peut facilement, à partir de chez lui, payer les taxes, payer les impôts, et ça vous permet justement de capter ces secteurs informels, mais aussi la transparence, parce que déjà notamment dans les alimentations, on a vu l'instauration de la facture normalisée. C'était justement pour capter numériquement la TVA et autre chose. Donc vraiment, le numérique est un pilier, est un levier très important pour l'économie. Alors, Damani, quand on parle de numérique, apparemment, j'ai envie de comprendre, c'est comme si on parle de Kinshasa, du Lubumbashi, on parle de Goma, on parle de grandes villes que nous avons dans ce pays, et que finalement, on ne parlait pas, par exemple, de coins reculés du pays, dans nos territoires, dans nos chefferies, parce que quand on parle, il y a cette nécessité aujourd'hui, les défis liés à l'inclusion numérique. Est-ce que vous ne voyez pas que finalement, ça risque de poser problème? Oui, vous l'avez dit, José Junior Wawa. Aujourd'hui, nous savons que le taux de pénétration d'Internet s'élève aujourd'hui à 34% dans notre pays. Donc on voit que ce n'est même pas la moitié de la population qui a accès à Internet de nos jours. Donc on voit qu'il y a ce problème. C'est vrai que la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. C'est vrai que certaines réformes, lorsqu'elles sont mises en place, on voit directement Kinshasa. Alors que même dans les provinces, il y a des administrations publiques qui existent. Mais on remarque que dans certains coins, l'accès à Internet est vraiment difficile
Et il y a cette question qui se pose même, comment les autres administrations qui se trouvent dans différentes provinces feront, eux, à leur tour, pour justement intégrer cet outil qui est le numérique dans leur quotidien, dans leur façon de travailler. Donc il y a justement cette problématique-là liée à la fracture numérique. Il n'y a vraiment pas une grande partie de la population congolaise qui a accès à Internet. On parle déjà de l'accès. Encore faudrait-il qu'on mentionne aussi le fait de savoir comment utiliser ces outils, parce que on va pas se voiler la face que nombreux qui sont dans l'administration publique de nos jours, ils ne savent pas comment s'approprier cet outil qui est le numérique, qui d'ailleurs va propulser l'économie de notre pays. Mais il y a encore cette problématique-là qui est non seulement liée à la fracture numérique, mais aussi aux différentes compétences que les agents publics doivent acquérir pour pouvoir bien s'approprier le numérique. Alors, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une société qu'on appelait société numérique, société de promotion numérique. Et donc, est-ce qu'il faudra aujourd'hui que l'État s'appuie sur les structures privées, par exemple, pour tenter justement d'assurer la formation, pour favoriser cette inclusion numérique? Et comment voyez-vous justement une telle initiative si jamais ça arrivait? Oui, c'est très important de se pencher à de telles initiatives parce que la vulgarisation est très importante en ce qui concerne cette intégration-là au numérique. Donc, il faut une certaine vulgarisation. Eh bien, l'État peut s'appuyer à des structures qui sont déjà bien assises, qui ont ces compétences-là, qui ont cette capacité de transmettre justement à la population pour qu'ils sachent comment utiliser, pour qu'ils se rendent compte de l'importance même du numérique dans notre quotidien. C'est comme le disait Daniela Kal lors de son introduction, que le numérique est devenu une nécessité. Donc, c'est très important aujourd'hui que le gouvernement puisse penser, non seulement, cela devrait partir d'abord à une sensibilisation et une vulgarisation, afin que la population se rende compte que oui, aujourd'hui, on a cet outil à notre portée de main, mais on ne sait pas comment s'en servir, on ne sait pas quelle démarche il faut qu'on prenne pour pouvoir s'approprier cet élément. Et Daniela, dans l'entretemps, j'ai envie de poser la question, par exemple, de savoir aujourd'hui, qu'on essaie un peu de comprendre, en même temps, on lutte pour la fracture numérique, contre la fracture numérique. En même temps, le gouvernement veut renforcer l'amélioration du climat, deux affaires, mais souvent dans le coin reculé du pays, il y a toujours cette difficulté d'avoir accès à des structures qui, par exemple, le guichet unique de création d'entreprise, tout ça, dont la plupart des cas, c'est centralisé dans les grandes villes du pays, principalement à Kinshasa, Lubumbashi et consorts. Est-ce qu'on pallie cette difficulté, quoi qu'on ait finalement c'est cette volonté de pouvoir renforcer, s'appuyer sur le numérique et pour avancer? Oui, José Junior, déjà, c'est un grand problème que la RDC a. C'est vrai qu'on parle de l'intégration régionale, l'intégration entre les provinces avec la capitale, mais l'outil numérique peut être un outil très important justement pour permettre cette intégration-là. Parce que voyez-vous, comme Damani Mujinga le disait, il y a des personnes qui ne savent pas utiliser Internet. Il y a des personnes qui s'y trouvent encore maintenant là. Nous sommes étonnés de voir qu'il y a des personnes quand même au fin fond d'une province qui ne savent pas utiliser le numérique, qui ont des difficultés d'accéder, d'envoyer ou de recevoir de l'argent, par exemple, de la part de personnes, de proches qui sont dans la capitale. En fait, c'est un problème énorme que nous avons. Or que vous l'avez dit au début de l'introduction de l'émission, que le pays ou le gouvernement pense à doubler les budgets. Alors, en élargissant l'assiette fiscale. C'est-à-dire qu'il y ait plus de contribuables. Alors, ces contribuables-là auront probablement la volonté de mieux payer leurs impôts s'ils ont la facilité de le faire. Parce qu'il y a certaines choses qui découragent, c'est la durée, le tracasserie. Tu sais que tu payes l'impôt, mais tu ne sais pas, est-ce que ça va vraiment dans le compte de l'État? Par contre, le numérique est là pour la transparence et l'efficacité, justement. Parce qu'avec le numérique, on saura directement tracer le nombre de contribuables et le nombre de contributions et comment ça évolue, justement. Parce que c'est plus long, ça
c'est d'ailleurs les procédures administratives, c'est plus long de se rendre dans un bureau X, de faire la queue, de pouvoir rechercher de voies et moyens pour pouvoir payer le taxe. Déjà que c'est un problème pour la population congolaise de pouvoir payer le taxe, mais encore plus de savoir que je dois me taper plus d'une heure, enfin, qu'est-ce que je dis, je dois me faire toute une journée pour justement payer le taxe et l'impôt demandé. Par contre, si on instaure des applications, on instaure le numérique dans notre économie, nous verrons que ça sera plus facile parce que déjà à partir de chez moi, je peux payer le taxe facilement, je peux payer l'impôt facilement et ça va permettre à l'État justement d'éviter tout ce que nous rencontrons comme détournement, tout ce que nous rencontrons comme de problèmes au niveau de la traçabilité justement de contribution de contribuables. Donc vraiment le numérique sur le point économique, non seulement ça donnera un point de plus dans le sens où les investisseurs verront quand même une certaine transparence dans ces milieux-là. Vous voyez, parce que quand il y a de la transparence, vous aurez envie d'investir. Quand vous savez que c'est bien tracé, c'est bien ordonné. Parce que déjà aujourd'hui à Kinshasa, ailleurs, c'est peut-être plus le cas sous d'autres cieux. On ne paye peut-être plus, on n'entre plus dans un restaurant, on paye plus de liquide. C'est maintenant numérisé, tout est numérisé. Mais c'est encore un grand problème pour nous ici. Est-ce que le problème du Congo, d'Amani, c'est aussi, oui, voilà, on a tous applaudi la mesure qu'effectivement ça va produire les effets escomptés, mais finalement au niveau de la sécurité informatique, la cybercriminalité existe. Voyez-vous, pensez-vous que le pays a suffisamment le moyen de pouvoir faire face et finalement pour la sécurité des données qui seront peut-être intégrées dans cet outil informatique, dans les numériques qu'on cherche? Oui, c'est vrai qu'il y a cette problématique-là qui se pose aujourd'hui parce que présentement, la RDC dépend d'autres pays justement pour pouvoir transférer ces données. Et facilement, ces données peuvent être, si elles arrivaient à tomber par des personnes mal intentionnées, comme aujourd'hui on a la crise à l'est de la RDC. Donc, voilà, on a cette crise à l'est de la RDC. Et si aujourd'hui notre pays, la RDC, a des conflits, par exemple, avec l'un des pays qui nous aide à à transmettre nos données numériques. Donc, ce serait un danger pour nous. Donc, je pense que la RDC notre pays devrait faire un effort en ce qui concerne les investissements en infrastructure numérique. On devrait dépendre de nous d'abord, en premier lieu, avant de dépendre d'autres pays, d'autres États. Nous-mêmes, on doit d'abord avoir cette autosuffisance-là en ce qui concerne le numérique. Ce qui est vraiment... on est vraiment très loin d'atteindre cet objectif-là à ce jour parce qu'aujourd'hui, la RDC ne fait que compter des investissements qui viennent des pays étrangers comme le dernier projet dont nous avons parlé dernièrement sur ce plateau, le projet de la fibre optique qui va relier justement la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Ce sont des projets que, voilà, on va encourager. Mais quand même, on doit être bien conscient qu'avant de dépendre des autres, on doit d'abord s'autosuffire à nous-mêmes. On doit réduire d'abord cette fracture numérique à l'interne. Et comme ça, ces investissements extérieurs viendront juste rajouter un plus à ce que nous aurons déjà. Donc voilà. Et là, au-delà de cet investissement, on parle de la coopération entre la RDC et la Tanzanie, et qui va passer de côté de lac Tanganyika. Je crois que ça doit être celle de quoi est-ce que nous parlons. Et finalement, avec l'enclavement du pays, est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que la fibre optique, c'est des câbles qu'il faut faire passer. Et avec l'enclavement du pays, est-ce que vous pensez que des solutions alternatives sont possibles? Oui, il y a d'autres alternatives, par exemple le satellite. Aujourd'hui, il y a même un projet aussi où l'État le Monaco qui est venu ici justement pour discuter sur un projet de satellite. Donc voilà, je dirais que les deux alternatives sont tout aussi importantes,
pour notre pays. Comme vous l'avez dit, que notre pays est enclavé, donc ce sera un peu difficile pour pouvoir connecter les différentes provinces entre elles. Donc le satellite pourrait être aussi une alternative sur laquelle la RDC peut se pencher pour pouvoir atteindre les zones qui sont plus isolées, qui sont plus reculées dans le fin fond de notre pays. Donc je pense que la RDC pourrait faire une sorte d'équilibre entre les deux types d'investissement, les deux types d'infrastructures numériques, bien que les deux présentent des désavantages. Par exemple, avec le satellite, c'est bien parce que ça atteint un grand nombre des zones les plus reculées, mais en cas d'intempérie, il y a quand même des problèmes qui peuvent se poser. Il y aura des interférences, il n'y aura pas une bonne qualité de connexion. Mais par contre, la fibre optique, elle, dans ce cas-là, elle peut quand même essayer de résister. Donc, c'est pourquoi je dis que la RDC peut essayer de combiner entre les deux technologies numériques pour pouvoir réduire sa fracture numérique. Alors, Daniela, on parle de la fracture numérique, on parle du numérique qui sera mis en contribution pour propulser les efforts gouvernementaux dans l'amélioration du climat. Deux affaires, mais aussi... Est-ce que c'est seulement ça, la solution du Congo, pour que les investisseurs ne viennent pas investir dans ce pays? Est-ce que ce n'est pas d'abord aussi les lois que nous utilisons et aussi les tracasseries administratives dont on dénonce souvent? Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème? Non, ce n'est pas que ça le problème. La RDC, excusez-moi, beaucoup de mots, ce n'est pas que ça le problème. Nous avons aussi notre problème de l'insécurité économique. On va voir déjà l'insécurité à l'Est parce qu'aucun investisseur ne va vouloir mettre son argent ou investir de son argent dans un environnement dans un environnement qui n'est pas sécurisé. Vous voyez, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on parle du numérique, parce que ça fait partie de choses qui peuvent justement encourager les investisseurs justement de venir, parce que s'ils se rendent compte que la RDC devient de plus en plus, on va dire, sérieux sur ces points-là, parce qu'il y a peu de transparence, surtout dans le domaine de l'investissement, surtout dans le domaine on entend détournement-ci, détournement-ça, il y a eu vol-ci, il y a eu vol-ça, mais avec les numériques, ils sauront que leur investissement sera justement tracé. Et comme pour répondre à votre question, il n'y a pas que ça comme problème. Nous avons un grand problème de l'insécurité économique, mais aussi maintenant, là, on voit quand même il y a pas mal de réformes qui sont en train d'être mises en place par, que ce soit les vice-premiers ministres de l'économie nationale ou encore les vice-premiers ministres en charge du budget ou encore le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso. On voit maintenant les efforts qui sont en train d'être mis en place pour alléger ou améliorer justement le milieu des affaires. Alors, on continue, je crois, on tend vers la fin de cette émission, mais je voudrais encore vous reposer une autre question. Est-ce que cette fois-ci, vous parlez de l'insécurité sur le plan politique, sécuritaire à l'est du pays. Vous parlez également de l'insécurité administrative qu'il y a par moment. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives au-delà du fait qu'il faut renforcer la sécurité sur le plan politique à l'est du pays? Il faut renforcer les réformes sur le plan de la législation pour inciter encore davantage les investisseurs. Qu'est-ce faudrait-il encore faire finalement pour renforcer encore cette confiance? Déjà, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites pour améliorer la sécurité justement économique ou la sécurité dans les climats d'affaires pour les entreprises et autres. Alors, s'il faudrait dire autre chose à faire, je pense que c'est juste de la bonne gouvernance. Parce que pour que le numérique maintenant soit efficace, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Donc, une bonne suivi de choses, une bonne faisabilité de choses, respecter notamment le réforme, on va dire, qu'on essaye de mettre, que ça ne reste pas que sur papier, que ça devienne concret. Par exemple, là, on loue déjà les faits qu'il y ait l'entrée de la facture normalisée. On loue aussi les SIGMAP sur le marché financier. Ça permet justement de tout tracer, comme je le disais, le processus du début à la fin. Donc, il n'y a pas de méfiance. Enfin, il n'y aura plus, on espère du moins. Mais il y a, comme on va dire, s'il faut rajouter quelque chose, la bonne gouvernance dans le numérique, je pense que ça aidera aussi.
Et comment, alors, Damani, les secteurs privés, ça c'est une initiative gouvernementale, la cellule de suivi du climat, des affaires, amélioration du climat, des affaires, ça, nous dites-vous, et comment est-ce que les startups, par exemple congolais, peuvent contribuer justement à ce renforcement de ce dispositif numérique pour atteindre les objectifs gouvernementaux et finalement peut-être bénéficier des avantages qui pourront y revenir, parce qu'il faut investir des millions d'argent dans ça. Oui, les startups peuvent, justement, comme vous l'avez dit, peuvent également contribuer à renforcer l'économie de notre pays. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels beaucoup de jeunes investissent de nos jours. Mais pour que cela soit plus efficace, pour que cela soit plus rapide, nombreux aujourd'hui ont un penchant, voilà, ont penché vers le numérique. Alors, en parlant de start-up, on voit différentes applications qui peuvent aider justement la population à faire par exemple des achats en ligne, à faire par exemple des transferts d'argent, et toutes ces transactions-là, tous ces mouvements, tous ces transferts d'argent peuvent justement ajouter un plus à l'économie nationale. Donc il faudrait encore pour le gouvernement aussi favoriser justement le développement de ces startups. Parce que là, par exemple, la cellule du climat des affaires en train de travailler. Vous nous révéliez tout à l'heure là que les négociations sont en cours pour acquérir par exemple des satellites propres à la RDC et également des coopérations avec d'autres États. Et est-ce que c'est aussi ça la solution? Il faudrait passer aussi par des compagnies nationales qui sont au Congo pour... Justement, donc le gouvernement devrait appuyer, c'est parce que les startups, ce sont des petites entreprises qui, voilà, on peut dire, on espère qu'à l'avenir deviennent plus grandes avec plus de revenus. Donc, je pense que le gouvernement devrait justement appuyer ces petites entreprises-là, jeunes qui naissent de nos jours, comme c'en est les cas de cette plateforme qui va permettre à beaucoup de personnes, à la population, au gouvernement, aux dirigeants, de s'enquérir un peu de différentes évolutions en ce qui concerne les réformes dans notre pays. Donc, le gouvernement doit vraiment davantage financer ces jeunes-là, parce que les startups, ce sont des entreprises qui n'ont pas vraiment assez des moyens pour tenir longtemps. C'est pourquoi on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui naissent, mais au fil du temps, on voit que les idées sont bonnes, ce sont des bonnes innovations, mais elles meurent au fil du temps, faute de financement, faute d'appui du gouvernement. Donc je pense que l'État devrait aussi se pencher aux différentes startups si elle veut aussi relever son économie. Alors jusqu'où pourront nous amener toutes ces réformes-là si jamais les numériques jouent sa partition et les politiques jouent le leur, et puis finalement, concrètement, comment voyez-vous cet avenir-là dans l'amélioration du climat des affaires? Ça va nous amener premièrement à l'amélioration du climat des affaires. Déjà, ça va nous amener à déjà avoir plus d'investisseurs, parce que nous aurons une économie qui sera quand même rassurante, une économie où on sait que lorsque je viens pour investir, ce n'est pas pour une perte, parce que l'investisseur ne peut jamais penser dans sa vie perdre. Donc voilà, ça va nous amener plus d'investisseurs, une certaine aisance dans le milieu économique, et aussi même pour les investisseurs internes aussi, les nationaux, les entreprises nationales. Ça va permettre en fait qu'il puisse y ait la propulsion justement de ces entreprises. Voilà, plus d'investisseurs voudrait dire plus d'argent pour les caisses des États, parce que ces investisseurs vont devoir travailler, contribuer à travers les différents droits et taxes dus à l'État. C'est ce qu'on pouvait dire autour de cette initiative gouvernementale qui tend à pouvoir améliorer la gouvernance sur les secteurs de l'amélioration plutôt du climat des affaires avec l'intégration du numérique, l'appui du secteur du numérique, parce que déjà nous avons un ministère chargé du numérique, une loi sur le numérique, et il y a beaucoup d'initiatives que le gouvernement a pu prendre. Il a fallu quand même pour nous d'aborder. Merci à Daniela Kalala, spécialisée dans les questions économiques à Géopolis. Merci à Damani Mujinga,
qui est notre spécialiste dans les questions du numérique. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission, et particulièrement à mon caméraman Eli Kabea, il est pasteur aussi, et aussi à mon réalisateur Croyance Sansa, qui est aussi accompagné, qui était à côté de notre régisseur Guilhem Moutela, et d'autres qui ont contribué, notamment je vois Stani qui était là au niveau du montage. Merci à Alice Pemba pour la coordination, et merci à William Albert Kalingaï et Noël Tunda pour la contribution à la réalisation de cette émission. Allez, c'est terminé ici, on se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro de votre émission. Je vous laisse accompagné du journal qui commence dans une quinzaine de minutes. Thank you.